relève d'une opération militaire qui ne nécessite pas de faire l'objet d'une communication publique, dixit Lambert Mende. Le député UNC Ewanga a été assigné à résidence. Certains de ses collègues en appellent au respect des textes et des procédures. Les partis politiques de la MP félicitent le gouvernement central pour le dépôt des amendements de la Constitution de la RDC au Parlement. Antena, le journal, John Ngomboa. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur Antenne A. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a fait le point aujourd'hui sur ce qu'a été pour la République démocratique du Congo les sommets États-Unis d'Amérique et Afrique. Lambert Mende est aussi revenu sur les questions de sécurité nationale, démocratie, et il a évoqué prochainement la possibilité d'une rencontre entre le chef de l'État et les leaders de l'opposition pour consolider la paix et la cohésion nationale. C'est un reportage de Alain Kiouka et Blaise Lunda. D'entrée de jeu, Lambert Mende a souligné que l'initiative prise par les USA d'organiser le sommet des leaders africains et américains à Washington DC n'est pas le fruit d'un hasard. Il a notamment cité les propos de l'ancien président américain Bill Clinton, repris par l'éditorialiste américain Paul Wiseman. « Nous, Américains, sommes en train de rater le train ». Fin de citation. Il aurait donc été plus question au cours de ce sommet d'une opération de charme des Américains auprès de l'Afrique, dont la croissance économique se situerait autour d'une moyenne de 6%. En rapport avec le débat organisé en marge de ce sommet par l'ONG américaine National Endowment for Democracy concernant le respect de la Constitution, Lambert Mende estime qu'il appartient aux Congolais eux-mêmes de se déterminer. Et le chef de l'État se prononcera à ce sujet autant qu'il jugera convenable. Si ce n'est pas son intention de s'exprimer comme ça maintenant, est-ce qu'il y a un calendrier universel qui dit que le chef d'État du Congo d'en face s'est prononcé, le président Kabila doit se prononcer? Je ne sais pas. D'où ça vient ça? Ou lorsque le président du Burkina Faso s'est prononcé, Kabila doit se prononcer? Non, nous sommes un État souverain, nous sommes différents des autres. Le président Kabila n'a pas jugé utile de donner un message là. Il préfère attendre que la commission électorale convoque l'élection présidentielle pour que sa famille politique puisse donner une position définitive à ce sujet-là. C'est son choix. Et au sujet de l'ultimatum lancé hier par le patron de la MONUSCO à l'endroit des FDLR, le porte-parole du gouvernement de la RDC est sur la même longueur d'onde. Il s'agit d'une opération militaire. Nous n'avons pas à dire aux gens quand est-ce que les militaires déploient une stratégie. Nous avons confié cette charge de déplacer les gens, de les ramener au Rwanda, aux forces armées, à la MONUSCO, en collaboration bien sûr avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Les décisions ont été prises. Elles seront mises en œuvre un moment à un autre lorsque les choses seront, les conditions seront réunies. Wait and see. En tout cas, pour le représentant de la MONUSCO en République démocratique du Congo, en fait, le numéro 1 de la MONUSCO, Martin Kobler, cette option, l'option militaire, ne devrait plus attendre longtemps. Martin Kobler s'était ainsi prononcé lors du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est penché jeudi sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. C'est un commentaire de Patricia Amouli. Devant le 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, Martin Kobler, représentant spécial de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo, a lancé un message très clair aux récalcitrants parmi les FDLR qui refusent encore de déposer les armes. J'adresse ces messages aux FDLR. Saisissez cette dernière occasion. Tous les combattants, y compris les dirigeants, doivent désarmer immédiatement. Toutes les violations des droits de l'homme doivent cesser immédiatement et ceux qui sont inculpés doivent rendre des comptes devant la justice internationale. La MONUSCO et les FARDC devront désormais mener des actions militaires conjointes contre les factions FDLR qui ne veulent pas désarmer. Martin Kobler a reconnu que 11 000 combattants FDLR ont été désarmés depuis 2002 et réintégrés dans la société rwandaise. Mais les quelques 1500 qui sont toujours en RDC posent un véritable problème pour un retour à la sécurité dans l'est de la RDC et la région du Grand Lac. Que dire de leur relocalisation en province orientale ou à l'Équateur? Le porte-parole de la MONUSCO, Charles Bambara,
précise. Le processus avait été déjà enclenché par la MONUSCO aux côtés des FRDC. Vous savez qu'à la dernière réunion de la SADC et de la CIRGL, il a été décidé d'observer une période de 6 mois pendant laquelle on devrait encourager donc les FDLR à se rendre pacifiquement dans les camps DDR que nous avons à la fois au sud Kivu et au nord Kivu. Et je crois que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, comme on dit en termes journalistiques. À la fois la SADC, la CIRGL, l'ambassadeur Ross Feingold, la MONUSCO, nous sommes tous sur la même longueur d'onde en ce sens qu'on se dit qu'après ce délai de 6 mois, si rien n'est fait, l'option militaire qui est toujours restée sur la table va être activée. Le retour définitif de FDLR dans leur pays d'origine marquera un changement fondamental de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et par extension de la région de Grand Lac. L'autre actualité au pays, vous le savez, c'est la révision constitutionnelle. Faut-il, oui ou non, réviser cette constitution? Eh bien, la réponse est oui pour les partis de la majorité présidentielle. Ce vendredi, le point focal de la MP, l'ambassadeur André Alain Tundu Liongo et Madame Kalongo Mojing ont déclaré leur soutien inconditionnel au président de la République et ils félicitent du reste les gouvernements pour avoir déposé au Parlement les modifications nécessaires selon eux de la Constitution de la République. C'est un reportage d'Éric Izami. Avant toute chose, le groupe 1 salue fièrement l'exercice sans contrainte et sans entrave de la liberté de pensée et d'expression, conformément aux articles 22 et 23 de la Constitution. Ensuite, le groupe 1 encourage les efforts fournis par les uns et les autres pour éclairer l'opinion sur la révision constitutionnelle. Exhorte le président Kabila à garder sa sérénité dans la gestion du pays et à rester au-dessus du tumulte actuel pour l'intérêt majeur et bien compris de notre pays et de notre peuple. Le groupe 1 renouvelle au président Kabila sa totale loyauté et sa disponibilité inconditionnelle à l'accompagner en toutes circonstances dans la réalisation du mandat qu'il a solennellement reçu du peuple congolais à l'issue des élections de novembre 2011. Après avoir mûri une réflexion profonde sur les défis et les enjeux qui se présentent à notre jeune démocratie, encore précaire, faut-il le dire, le groupe 1 félicite le gouvernement de la République d'avoir déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale les amendements nécessaires au regard de certaines dispositions de la Constitution en vigueur en vue de rendre la tenue des élections à venir moins hypothétique et pour ne pas mettre en péril le développement harmonieux de l'État et de la démocratie. La révision constitutionnelle au pays intéresse les Congolais où qu'ils se trouvent en Afrique du Sud, à Cape Town précisément. Notre correspondant Serge Chaumba a interrogé un universitaire congolais à ce sujet. La réponse est oui, mais pour plus de détails, suivez plutôt Serge Chaumba dans cette interview. Nous sommes devant l'Université technologique de Cape Town pour une petite interview sur le sujet qui fait débat depuis quelques mois, la révision de la Constitution avec un étudiant analyste politique, Serge Chaumba, Calbert Kalalizi pour le compte de Antenne A. Nous sommes tous au courant de la question qui se pose depuis quelques mois sur la révision de la Constitution. Quel est votre avis par rapport à tout ça? Premièrement, je voulais dire que toute Constitution est révisable. Alors, si on pense qu'on peut réviser une constitution, il y a des articles, il y a aussi la manière et la façon que la constitution elle-même dicte sa loi à comment la réviser. Selon Évariste Bochak, réviser la constitution, c'est le respecter. Que pensez-vous de cela? Oui, réviser la constitution, c'est le respecter. Mais sur quel article qui doit être révisé?
Il y a des articles qui sont intouchables dans cette constitution que le peuple congolais lui-même a verrouillé au référendum de 2005. Alors, M. Bochab doit nous dire quel article il veut réviser et qui sont les articles qu'il ne veut pas réviser. Pour vous, ce n'est pas tôt de réviser la Constitution? Oui, effectivement, je le pense, c'est vraiment très tôt. Cette Constitution, le peuple congolais vient à peine de doter les pays. Et il y a quelques années passées, 9 ans passés, c'est en 2005 si je ne m'abuse pas. Alors, penser à les réviser aujourd'hui, je pense que c'est vraiment tôt. Bien que je suis partant qu'on puisse revoir certaines dispositions de cette Constitution qui posent des sérieux problèmes comme nous de la diaspora. Par exemple, il y a les problématiques des votes de la diaspora. On n'arrive pas à voter, ça fait des élections, on ne vote pas. Il y a un problème de la nationalité, on est obligé d'aller chercher les visas dans nos propres ambassades. Alors, le gouvernement doit penser à revoir cette disposition en nous accordant la double nationalité. Ça doit être révisé dans la Constitution. Sergio Chomba, Calbert Kalalizi pour le compte de Antenne A. La Constitution n'est pas à réviser, c'est la position de l'UNC, Fédération du Sud Kivu, position exprimée ce vendredi au cours d'une marche des protestations face à l'arrestation ou la mise en résidence surveillée du député Jean-Bertrand Iwanga, qui est, comme vous le savez, secrétaire général de l'UNC. Nous allons rejoindre à Bukavu de la chance Mitima. L'UNC Sud Kivu exige la libération immédiate et sans condition de son secrétaire général national, Jean-Bertrand Iwanga. C'est l'essentiel du message contenu dans un mémorandum adressé au président de la République démocratique du Congo ce vendredi 8 août à Bukavu, à l'issue d'une marche pacifique organisée par ces partis politiques de l'opposition, parti cher à Vital Kamerhe. Cette marche qui s'est déroulée dans le calme est partie du siège provincial de l'UNC Sud Kivu à la place Moulamba jusqu'au gouvernorat des provinces à la Botte, en passant par les marchés de Nyawera et la mairie de Bukavu sur avenue Patrice Emery Lumumba dans la commune du Banda. Elle était encadrée de manière pacifique par la police nationale congolaise. Sur des calicots, tableaux et papiers, on pouvait lire « Libérer Iwanga, un signe de la démocratie garantie en République démocratique du Congo ». Les militants et sympathisants de l'INC Sud Kivu ont profité de cette occasion pour dire non à toute tentative de la révision constitutionnelle en RDC. Au gouvernorat des provinces, ils ont été reçus par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Julien Mirouho, à qui ils ont remis les mémos. Jean-Julien Mirouho a promis de transmettre les messages acquis des droits. Il a également félicité les manifestants pour leur sens de responsabilité lors de cette marche. Bukavu, Mitima de la Chance, Antenne A. Après un séjour au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala, l'ex-prison de Makala, Jean-Bertrand Iwanga a été transféré à l'hôtel Invest où il est gardé cette fois-ci en résidence surveillée réellement, ce qui est survenu après plusieurs pressions, notamment les pressions du regroupement des parlementaires de l'Équateur qui a sollicité l'intervention du président de la Chambre basse, Robin Aminakou, d'autres députés, notamment les maîtres Papi Nyango, en appel au respect des textes et procédures. C'est un dossier de Alain Kyuka, Laïn Bofandou et Safi Maléou. Député national et avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Nyango s'en remet plutôt au procureur général de la République quant à la poursuite judiciaire de son collègue Jean-Bertrand Iwanga. Est-ce que Kabila a été outragé par Bertrand Iwanga? Madame, il faut dire non. C'est le procureur général de la République qui s'est retrouvé outragé par des propos de Bertrand Iwanga. Combien de collègues députés nationaux, sénateurs, nous ne les avons pas conduits dans le bureau du procureur général de la République pour porter plainte? Heureusement, il nous dit qu'il ne pouvait pas demeurer indifférent. Ça, ce sont les propos du PG. Mais pourquoi est-il indifférent lorsque de faits infractionnels sont commis ça et là? Pourquoi est-il indifférent lorsque des immeubles de l'État sont spoliés par la nuit? S'agissant de la peine que pourrait encourir le secrétaire général de l'UNC, les défenseurs des droits de l'homme s'est refusé de tout commentaire, car, a-t-il dit, l'arrestation du député Iwanga a plus un fondement politique que juridique. Nous sommes dans des difficultés de nous fixer même sur la qualification de l'infraction que le procureur général a retenue.
et répondre quelle est la sanction qu'il encourt. Parce que l'arrestation de Wanga a un fondement plus politique que juridique. Le procès de Wanga a un fondement beaucoup plus politique que juridique. Et nous sommes également sûrs son acquittement, sa relaxation ne pourrait être que politique. Du reste, le jeudi 7 août 2014, le regroupement des parlementaires de l'Équateur, conduit par son président, le député national Nicolas Akpanza, est allé faire un plaidoyer auprès d'Aubin Minakou, du speaker de l'Assemblée nationale, son implication pour la libération du secrétaire général de l'UNC, Jean-Bertrand Ewanga. Nous sommes venus chez le président de notre institution pour que nous puissions en savoir plus sur ce qui se passe exactement. Bon, le président, toujours disponible, nous a expliqué les raisons d'être de cette arrestation et le processus dans lequel il s'engage pour qu'une solution soit trouvée. Alors maintenant, nous avons l'impression que les propos du président sont très très rassurants. Aux dernières nouvelles, Jean-Bertrand Ewanga a été libéré dans la nuit du jeudi du CPRK. Il est présentement placé en résidence surveillée à l'hôtel Invest à Lingwala. La République démocratique du Congo célèbre la journée africaine de la décentralisation et du développement local sous le thème la charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, gouvernance locale et développement local, renforcer le développement local durable. Cette journée sera commémorée le 10 août, déjà à partir de demain. Le 9 août, la cérémonie de la présentation de la charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, gouvernance locale et développement local sera donc faite aux délégués des différents acteurs de la décentralisation. Une autre date, eh bien, c'est 8 août 2014. Il y a exactement 13 ans que le Bureau central des coordinations naissait en République démocratique du Congo. À cette occasion, le directeur du BSECO a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a adressé les bilans de cette structure, mieux d'une agence d'exécution. C'est un reportage de Anne-Marie au site, Hugues Moussangilai et Patricia Molekou. Conçu comme une agence d'exécution devant assurer le partenariat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les bailleurs de fonds, le BSECO, qui est une agence qui a réussi à réaliser un vaste programme de renforcement de capacité de l'administration publique tel que la construction d'un immeuble du gouvernement et la création de 1000 écoles à travers le territoire national. Le BSECO, dans sa vision de l'avenir, veut se constituer comme un centre d'excellence, un bureau d'expertise pour pouvoir prêter main forte au gouvernement. Aujourd'hui, 512 écoles sont en exécution et le reste sont en voie de démarrage. Mais pour ce qui est de la phase qui est en construction, qui est déjà en exécution, nous sommes assez avancés et nous avons mis en place avec l'EPSP, qui est le maître d'ouvrage, parce que nous sommes maîtres d'ouvrage délégués, l'objectif de pouvoir atteindre 450 écoles livrées au mois de septembre. Ce qui est quand même un pari important. Parce que nous voulons donner cette opportunité à nos enfants de pouvoir rentrer, de faire cette rentrée de classe dans de nouvelles classes. Le BSECO réitère son engagement de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Le Bureau central de coordination a pour devise l'expertise, les résultats et la transparence. Conséquences sanitaires et sociales des violences sexuelles liées aux conflits armés, cas de la République démocratique du Congo, c'est le thème du café genre de l'ONU Femmes tenu ce vendredi. Cette rencontre a permis aux participants de scruter les questions liées aux violences sexuelles sous toutes ses formes. C'est un reportage de Nadia Koulenfouka et Papito Matondo. C'est à l'initiative de l'ONU Femmes que s'est tenu ce spécial café genre qui a réuni les associations qui militent pour le droit de femmes et les agences du système des Nations Unies ainsi que les chercheurs. Une rencontre qui a tourné essentiellement autour des conséquences sanitaires et sociales des violences sexuelles liées aux conflits armés.
C'est ainsi que l'ONU Femmes vient apporter une assistance concernant la question. Que chacun a quelque chose à apporter, nous avons des perceptions et ce sont ces perceptions qui sont utiles pour améliorer la pratique de nos interventions. Quand vous prenez simplement la question qui nous touche aujourd'hui, la question des violences sexuelles, vous pensez que ce débat-là peut vider la question? Non, il y a d'autres sous-questions qui sont ressorties. Pour la conférencière du jour, Madame Enis Amadou, la question de violences sexuelles est aussi une préoccupation personnelle car elle lui permet de porter haut la voix de victime. C'est vraiment une question qui venait me chercher au plus profond de moi en tant que femme. Donc j'avoue qu'avant de commencer ma thèse, j'avais travaillé avec une institution qui s'intéressait à la violence sexuelle. Pour moi, c'est un travail qui me permet de porter haut la voix de plusieurs milliers de femmes qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler sur ce sujet. L'ONU Femmes, qui est une structure qui a pour mission l'égalité des genres, met tout en œuvre pour apporter une assistance technique au gouvernement en cette matière. L'intersyndicale de la Société commerciale des transports et ports, ex-ONATRA, tire sur la sonnette d'alarme au cours d'une assemblée générale organisée aujourd'hui. Cette intersyndicale est revenue sur la situation qui prévaut au sein de cette entreprise, à savoir la privatisation de l'ex-ONATRA par l'Ecopirep, accusé par cette intersyndicale de vouloir sacrifier les intérêts des travailleurs. Nadia Koulenfouka, Pipitou Matondo. Cette assemblée générale a un seul but, de tenir informés les agents de la Société commerciale de transport et ports, ex-ONATRA, sur la situation qui prévaut au sein de cette entreprise en mutation. Selon le président de l'intersyndicale de la SCTP, Lambert Osango, il s'observe de fausses manœuvres de la part du Copirep, cherchant à tout prix à privatiser cette société. C'est là, tout en mettant de côté la volonté des syndicalistes. C'est la privatisation de l'ex-ONATRA SCTP aujourd'hui. Mais les processus tel qu'il est conduit par les Copirep, c'est un processus qui met de côté le syndicat. On va faire cet appel d'offres avec quel plan social? Le plan social, est-ce qu'il a requis les points de vue de syndicat comme l'exige la loi? Là, nous disons, on veut tricher et nous ne pouvons pas admettre cela. Pour que demain, quand nous allons nous mettre à débrayer, qu'on comprenne le pourquoi de notre réaction. Deuxième problème, c'est les problèmes de la redevance logistique terrestre. Pour soumettre la procédure à seule de l'État. Or, l'autonomie de gestion est garantie à la SCTP de par les instruments juridiques. Cette réunion intervient après celle du comité de gestion de la SCTP et des syndicalistes. Les deux démarches visent à permettre aux parties prenantes d'entrevoir comment améliorer la situation afin d'éviter les pires à l'avenir. Le centre Monseigneur Bacolé au Kasaï-Occidental a servi de cadre pour la clôture des formations du secteur de sécurité et des réformes de la police, formation qui a débuté le 1er mars 2014. La clôture de cette formation a connu la présence du vice-gouverneur du Kasaï-Occidental, Deller Kawino, qui a rendu hommage au chef de l'État, initiateur de la réforme de la PNC. Nous y reviendrons demain avec images et commentaires. L'assurance vie, incendie et automobile ont fait l'objet de la paie de 112 dossiers à l'espace jeudi sinistre le 7 août à limiter. Cette opération dénommée jeudi sinistre a également eu lieu dans le reste des provinces. C'est un commentaire de Willy Kacha. La culture des assurances prend de plus en plus place dans le chef des Quinoises et Quinois, contrairement aux années antérieures, où l'obtention du certificat d'assurance ne préoccupait pas bon nombre de Congolais. Aujourd'hui, avec la politique managériale de Carole Aguito, administrateur délégué de la SONAS, tout se déroule à la grande satisfaction des sinistrés. Il y a une liste de 7, une facture de 7 et une facture de 2. Tous ces cas, nous les avons reçus ici. Ils ont séjourné, ils ont été traités. Nous sommes à mesure de satisfaire nos sinistrés, à mesure de satisfaire la SONAS. Tous les cas que nous avons eus, sont presque sortis déjà. Tout ce que je peux demander à la population, c'est de faire confiance aux institutions du pays, faire confiance à la SONAS particulièrement, puisque sincèrement,
il y a lieu de confirmer que nous devons faire totalement confiance à la SONAS parce que moi personnellement, ça je dois vous le dire sincèrement, c'est pour moi une première fois que je vis un tel événement. Donc c'est vraiment une réhabilitation totale de nos institutions. Beaucoup de gens qui hésitent encore pour s'assurer. Parce que lorsqu'on s'assure, on s'assure pour soi-même et pour son patrimoine. Et donc à travers votre caméra, j'appelle le public de bien vouloir s'assurer à la SONAS. Parce que dans la SONAS, c'est une réalité en fait. Pour ce jeudi 7 août 2014, l'assureur institutionnel a payé 112 dossiers pour les branches d'assurance vie, incendie et automobile. Christine Landou Longo n'est plus. La renommée de celle-ci était liée aussi à la province du Bas-Congo et du pays. Elle est décédée à Bruxelles. Sa dépouille mortelle est arrivée à Kinshasa le 6 août et aussitôt conduite au Bas-Congo à Kinkasi, Africa Mujinga, Mathieu Ngadipovi. Elle s'en est allée. Elle, c'est Madame Christine Landou Longo Nakoko, fille aînée de papa Jean Landou d'Insenda et de maman Louise Mpolo. Maman Nakoko est née le 8 septembre 1942 à Bandundouville, dans la province du même nom. Elle a fait ses études à Kipako et à Mbanzaboma, et elle était devenue monitrice. Il y a Christine Landou, comme aimait bien l'appeler ses sœurs, Wivine Landou Kavidi, Ida, Thérèse et Denise Landou. Elle était mariée à M. Émile Nkoko Bakigogila en mai 1960 et elle a laissé 7 enfants, dont 6 garçons et une fille. Croyante engagée et active dans le ministère de la Voix internationale, des Way International. Elle fut également membre de diverses associations, entre autres Kimpangi Aprondi. Elle s'est éteinte le 26 juillet 2014 à Bruxelles, en Belgique. Sa dépouille mortelle est arrivée à Kinshasa le 6 août et était exposée à la SANEF pour se diriger le 8 août à Kinkasi, dans le Bas-Congo, où elle sera enterrée. Mais bien avant, quelques témoignages à son endroit. Elle avait consacré toute une année où elle entrait dans toutes les rues de Bandamungwa, où elle a prêché le nom du Seigneur Jésus-Christ. De Maman Nakoko, nous avons retenu beaucoup de souvenirs. Mais je pense que la plupart d'entre nous conviendra que Maman Nakoko est une femme de caractère. On va parler sport. La Fédération congolaise de cyclisme a organisé son assemblée générale statutaire le jeudi dernier, hier donc, à son siège sur Dima, dans la commune de Kinshasa. Sur place, les délégués des ligues provinciales ont adopté les nouveaux statuts de cette fédération sportive conformément à la loi. Reportage de Papi Katassi. C'est dans une ambiance cordiale qu'a débuté l'Assemblée générale statutaire de la Fédération congolaise de cyclisme. Après l'appel nominal des membres présents à ces assises, un des vice-présidents prendra la parole pour évoquer les vices des procédures liées à la convocation. Cycliste, les familles nene, et là, on tout toujours bunda cyclisme, mais je on a nene zalaka kala na Congo. Et la Gani c'est déjà bani bozonga. La Gani c'est bani bozonga parce que partout sur les cas de cyclisme, mais si on a tali non, bah je c'est pas la 4 salle. Et les autres personnes sont dans ce sens que ça peut intéresser pas. Alors, quand on est là, on a gagné ici, la succès n'est pas le calendrier n'a pas multiplié, on va adapter, va ça tout change. Même ça qui va nous bazawa, que bâti comme nous soigner pour nous présenter, tout locataire, tout bloqué, à part que moto à se conformer à la loi. C'est ça, non? Oui. La bataille est désormais ouverte pour ou non à la succession de Mota Yombela Sylvestre après 12 ans passés à la tête du cyclisme national. La dernière revue de presse de la semaine est signée par Domomat. Bonsoir. L'affaire Ewanga, on en parle encore aujourd'hui dans le journal.
L'élu d'Ikela et secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise a quitté Makala pour l'hôtel Invest où il est assigné en résidence surveillée, signale Forum de Zas. C'est l'une des retombées des démarches des députés de l'opposition et des ambassadeurs occidentaux. Bon nombre d'observateurs s'interrogent alors, écrit les journaux, l'implication des diplomates occidentaux, est-ce une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC ou une initiative pour contribuer au respect des droits de l'homme? Peu importe la réponse à donner à ces deux questions. Pour le baromètre, Jean-Bertrand Ewanga est un prisonnier politique de plus et de trop. Il est urgent, plaide le confrère, de réinventer les droits pénals en RDC. En marge du sommet USA-Afrique à Washington, les services de Ruth Feingold, envoyé spécial du président Obama dans la région du Grand Lac africain, ont organisé un grand débat entre Congolais de la majorité et ceux de l'opposition. Objectif poursuivi, écouter et enregistrer les arguments des uns et des autres sur les 4 questions ayant fait l'objet des discussions. Entre autres, la révision constitutionnelle, les processus électoraux, l'alternance pacifique à l'horizon 2016 et la nécessité d'un dialogue politique sans exclusive. Le débat a été houleux, mais riche. Une fois revenus au pays, vont-ils continuer sur la même lancée? S'interroge la prospérité. Parlant du sommet proprement dit USA-Afrique, plus de 14 milliards de dollars seront investis par les entreprises américaines en Afrique dans le but d'établir des partenariats plus étroits. Barack Obama a annoncé également que son pays allait tripler son objectif initial en ce qui concerne l'énergie. Les USA comptent apporter l'électricité à 20 millions de foyers africains qui en sont actuellement dépourvus. Le Rwanda et la RDC se sont de leur côté engagés à identifier les 17 bornes qui restent sur le 22 marquant leurs frontières communes. Ces pays ont levé cette option le mercredi 6 août à l'issue de la deuxième session de leur commission mixte après 3 jours de discussions à Goma. Ce travail d'identification et de reconnaissance de bornes est prévu du 25 au 30 août prochain à partir de Goma. C'est tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. C'en est fini pour moi ce soir. Je vous retrouve lundi 19h avec le même plaisir. Demain, Sylvie Fortuné Moula sera avec vous. Déjà, bon week-end. Et n'oubliez surtout pas, bon week-end aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Bukavu à partir des Visions Chala TV. Voilà, c'est terminé.